quoi ressemblera le Mali dans 40 ans? Si tout se passe bien, il sera un pays en paix et développé. C'est en tout cas l'ambition des autorités qui entament un processus d'élaboration de la vision 2063 et de la stratégie nationale de développement à moyen terme au Mali. Les travaux sont lancés par le Premier ministre. Comment relancer et pérenniser les activités touristiques au Mali? Pour répondre à ces préoccupations, la première session ordinaire du Conseil supérieur du tourisme est initiée. Des propositions seront recueillies pour permettre au Mali de mieux se positionner sur la liste des destinations les plus prisées en Afrique. Depuis hier 20 décembre, la ville d'Aguelhok est sous le contrôle des FAMA. L'annonce a été faite par l'état-major général des armées dans un communiqué. Les forces armées maliennes poursuivent ainsi leur mission de récupération et d'occupation des emprises autrefois occupées par la MINUSMA. Attaque du camp de Farabougou le 12 décembre dernier. Une mission est dépêchée sur place pour apporter le soutien et les messages de félicitations des autorités aux FAMA pour leur engagement et rassurer la population. Elle est conduite par le commandant du secteur 5 de l'opération Maliko. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition que nous commençons avec le lancement ce matin des travaux du processus d'élaboration de la vision 2063 et de la stratégie nationale de développement à moyen terme du Mali. Il s'agit pour les parties prenantes de s'approprier la vision et d'apporter des contributions pour son élaboration. La cérémonie était présidée par le Premier ministre. Reportage Mamari Kouni. Quel Mali voulons-nous en 2063? C'est à cette question que tente de répondre la vision 2063 et la stratégie nationale de développement à moyen terme du Mali. C'est la diffusion d'un film sur les orientations du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui donne le ton de l'élaboration de cette vision. Une vision qui jette les bases d'un Mali émergent, refondé et prospère. Cette vision née de la volonté politique des plus hautes autorités de la transition définira de façon claire le cadre d'orientation et de conduite de l'action publique, les grands axes et les priorités nationales en matière de relance économique pour une indépendance économique et financière, un développement inclusif durable dans un Mali apaisé. M. Sénèque disait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». La dite vision sera précédée d'un diagnostic sans complaisance de la situation globale du pays et tirera le meilleur parti des évaluations et des leçons apprises de la mise en œuvre du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, CRED 2019-2023, qui arrive à son terme le 31 décembre 2023. La vision sera élaborée sous la forme d'un livre blanc, une référence pour la construction du futur. Elle couvre une période de 40 ans déclinée par phase décennale 2024-2033, 2034-2043, 2044-2053 et 2054-2063. Les acteurs du développement économique et social du Mali ont eu droit à un film sur le processus d'élaboration de la vision. Un processus participatif selon le coordonnateur de la cellule technique du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, Mahamadou Zibo Maïga. Pour le président du Conseil national du patronat du Mali, l'élaboration de cette vision constitue une étape qui façonnera le destin de notre pays dans les années à venir. La réalisation des objectifs de cette vision stratégique nécessitera, et en priorité, le renforcement de la sécurité, et c'est l'occasion pour nous de chaleureusement féliciter nos forces armées qui ont fait avancer de façon exponentielle l'agenda sécuritaire de notre pays. Le renforcement de la stabilité et de la prévisibilité institutionnelle. La promotion d'une gouvernance publique vertueuse et visionnaire basée sur la redevabilité, comme d'ailleurs l'a fortement recommandé les ANR. La conduite d'une lutte implacable, je dis bien implacable, contre cette gangrène qui annihile tous nos efforts de développement et qui s'appelle la corruption.
Les organisations de la société civile se félicitent d'avoir participé à toutes les étapes de l'élaboration de cette vision. Elles y trouvent d'ailleurs leur compte. Pour les organisations de la société civile, le domaine prioritaire est de construire une société résiliente et émergente. À cet effet, notre pays doit investir dans les infrastructures et les services publics pour contribuer à créer une économie et une société plus résiliente et émergente avec un soutien ciblé à l'énergie, au transport, à l'eau et à l'assainissement ainsi qu'aux infrastructures sociales. Les partenaires techniques et financiers saluent la clairvoyance du gouvernement à se doter d'une telle vision. Ils retiennent 3 innovations majeures. Premièrement, la définition d'une politique économique nationale intégrée, centrée autour de pôles de développement. Deuxièmement, la mise en place d'un important système d'information géographique comme l'Atlas économique facilitera l'appui à la planification, la mise en œuvre de suivi et évaluation des interventions. Troisièmement, la réhabilitation du système de planification et de gestion de développement à travers l'élaboration d'un programme novateur de renforcement des capacités de planification et de statistiques. Après s'être réjoui des résultats obtenus par les autorités de la transition en matière de réforme et de sécurisation du territoire national, le Premier ministre appelle les Maliens à l'union sacrée autour du colonel Assimi Goïta. Aujourd'hui que l'armée a pris Kidal, ça c'est on a gagné la guerre. Elle n'est pas totalement finie comme je l'ai dit, il reste quelque chose. Les poches de résistance, il faut qu'on continue à les éliminer, mais pour l'essentiel, on a fait l'impossible. Ce qui reste aujourd'hui là, c'est la construction, le développement économique du pays. Et pour ça, il faut qu'on soit tous ensemble. Tous les Maliens. Il faut une union sacrée autour du président de la transition. Pour réaliser les rêves que le ministre de l'économie et des finances vient de présenter à tous les Maliens. Je dis un État, ce qu'il a dit, un État stratège qui s'occupe des secteurs stratégiques de l'État, mais les privés au centre du développement. Le commerce, les hôtels, les tourismes, ça c'est l'affaire des opérateurs. Les domaines stratégiques comme les routes, l'électricité, les ponts et la réglementation surtout. C'est l'État. Et que les hommes politiques dans les postes publics cessent d'être des concurrents aux opérateurs économiques. Celui qui veut faire les affaires, il quitte la politique, il va faire ses affaires. Celui qui veut faire la politique, tu cherches de quoi vivre décemment. Accumuler des centaines et des centaines de milliards, pendant que des Maliens n'ont même pas à boire. Nous ne sommes plus d'accord avec ça. La vision 2063 s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Elle devrait permettre à notre pays d'avoir une croissance forte. La filière poisson, un facteur contribuant à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois, c'est le thème de la 2e édition des Journées du poisson du Mali. L'objectif de ces journées est non seulement de valoriser le secteur, mais aussi de montrer le savoir-faire des acteurs de la filière. Boubacar Babletouri. La souveraineté alimentaire de notre pays passe par la promotion d'un certain nombre de secteurs clés. Parmi ces secteurs, celui de la pêche occupe une place de choix. Au Mali, la production annuelle est de 110 000 tonnes pour un besoin estimé à 300 000. Comment combler donc ce déficit et faire du Mali un pays exportateur de poissons tout en créant des opportunités? C'est l'ambition affichée par les responsables de l'interprofession de la filière poisson du Mali en collaboration avec d'autres acteurs du secteur par l'organisation des Journées du poisson. Deuxième du genre, il s'agit à travers ces journées de mettre en exergue le savoir-faire des acteurs du poisson. Les sous-secteurs de la pêche et de l'aquaculture au Mali, avec une production estimée à plus de 100 000 tonnes, contribuent à hauteur de 3,9% du PIB du pays et génèrent des emplois allant de 500 000 à 1 million, soit
7,2% de la population active. Ces journées nationales du poisson visent à inciter les plus hautes autorités et les partenaires techniques et financiers à s'investir davantage pour le développement et la promotion du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture en général et de la filière poisson en particulier. Au programme de cette deuxième édition, une foire aux poissons, des conférences débats, des courses de pirogue avec à la clé le Grand Prix Assimi Goïta et une nuit culturelle. Ces journées visent à contribuer à la vision du renouveau du Mali, axée sur une meilleure mise en œuvre et en valeur des ressources internes afin qu'elles soient compétitives. Les journées du poisson permettront de présenter aux consommateurs la grande gamme du poisson de pêche et d'aquaculture, les métiers de la pêche et de l'aquaculture et les richesses nutritives que regorge le poisson. Le thème de cette deuxième édition est « La filière poisson, un facteur contribuant à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois ». Je me réjouis du choix de ce thème qui vous permettra de mettre l'accent sur la recherche des solutions pour relever les principaux défis et enjeux auxquels la filière poisson est confrontée. Entre autres, premièrement, la satisfaction des besoins alimentaires en poisson d'une population de plus en plus croissante dans un environnement ouvert et concurrentiel. Deuxièmement, la gestion durable des ressources naturelles dans un contexte de changement climatique. Troisièmement, la valorisation, le positionnement des produits agricoles maliens sur les marchés nationaux, sous-régionaux et internationaux. Et enfin, la sécurisation et l'accroissement des revenus des exploitants agricoles. Et le chef du gouvernement de mettre à profit le cadre pour faire cette annonce suite à des doléances faites par les acteurs de la filière. La journée du poisson sera institutionnalisée parce que c'est quelque chose dont on a besoin. Parce que ça permet de sensibiliser les autorités politiques chaque année, de savoir qu'est-ce que la filière pense du travail qui est fait par le gouvernement. Parce que le gouvernement est à votre service. Le rôle du gouvernement, c'est de fixer les grandes lignes et vous accompagner, vous appuyer. Mais la marche du secteur, elle dépend de vous. Donc les premiers conseillers du gouvernement, c'est vous. La cérémonie qui a pris fin par une visite des stands par les officiels a été rendue possible grâce à l'accompagnement des partenaires comme Padel Mali, le Commissariat à la sécurité alimentaire, le PAFA et le projet Djeganidjaba. Je l'annonçais dans le sommaire, la première session ordinaire du Conseil supérieur du tourisme vient de s'ouvrir à Bamako dans ce climat sécuritaire d'apaisement progressif. La présente session invite les acteurs du secteur à une proposition de voies et moyens pour la relance et la pérennisation des activités touristiques dans notre pays. L'ambition est de mieux positionner le Mali sur la liste des destinations les plus prisées en Afrique. Fademba Keita. La stabilité s'installe petit à petit. Un des secteurs vitaux de notre économie, le tourisme, doit être revitalisé après avoir subi les effets collatéraux de la crise sécuritaire et sanitaire. La première session ordinaire du Conseil supérieur du tourisme invite les acteurs du secteur à un diagnostic des voies et moyens pouvant fixer un nouveau cap pour la relance et la pérennisation des activités touristiques au Mali. Les opérateurs du secteur du tourisme, les structures impliquées et l'Association malienne des agences de voyage et du tourisme s'en réjouissent et ont bon espoir que ce coup d'essai sera un coup de maître. Le Mali se glorifiait de la variété de son potentiel touristique et sa spécificité. Le tourisme culturel, le tourisme de découverte, sur le triangle touristique Mopti Pays Dogon Tombouctou, l'univers fascinant Dogon, pour ne citer que ceci, ont fait la gloire du tourisme malien. Mais aujourd'hui, le Mali est à la croisée des chemins, en attendant une reprise sur laquelle nous, professionnels, n'espérons plus, en tout cas pas beaucoup. L'impossibilité de vendre les produits touristiques aux prescripteurs pouvant en faire la mise en marché, dans un concert de consensus, nous proposons que les acteurs du tourisme malien se retrouvent pour concevoir la seule alternative crédible pour que respire le tourisme
et que se relèvent les acteurs du tourisme national. Sans prétention aucune, nous pouvons affirmer que nous avons l'un des plus beaux pays au monde, avec des sites touristiques exceptionnels, comme les anciennes villes de Djéné-Djénou et de Djéné, les mosquées de Tombouctou, les falaises de Bandiagara, le tombeau des Askia, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sont les effets de la crise qui continuent d'affecter gravement le secteur du tourisme et provoquent un fléchissement progressif de la confiance des touristes internationaux dans la destination Mali. Pour donc la période 2012-2021, le secteur a enregistré 364 milliards de francs CFA de recettes, soit une régression de 56% en comparaison à la décennie 2002-2011, qui avait enregistré comme recette la somme de 825 milliards de francs CFA due aux différentes crises que notre pays a traversées. Le président de la transition et nous-mêmes sommes particulièrement sensibles à la situation des acteurs du tourisme. Je voudrais adresser mes remerciements à l'ensemble des membres du Conseil supérieur du tourisme qui se retrouvent pour la toute première fois pour fixer un nouveau cap à l'activité du tourisme pour notre pays. De 2000 à 2011, le Mali était la 3e destination touristique en Afrique. La reconquête de ce titre dépend des conclusions qui découleront de cette session, première depuis la création du Conseil supérieur du tourisme en juillet 2015. Inutile pour moi de rappeler que le secteur du tourisme est l'un des piliers essentiels du développement économique, social et culturel de notre pays. Donc ce texte est adopté depuis 2015. C'est un organe d'orientation dont il est attendu des recommandations et des mesures fortes afin de permettre au secteur du tourisme d'amorcer sa relance tant attendue par les opérateurs du secteur. Les fans des sites et activités touristiques considèrent cette session comme une stratégie de déblocage d'un secteur en péril depuis le déclenchement des crises sécuritaires et sanitaires qui ont paralysé notre pays aux destinations longtemps considérées comme les plus prisées d'Afrique. Le ministère en charge de la refondation de l'État vient d'élaborer une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Le lancement de cette stratégie a eu lieu aujourd'hui au CICB. Il marque ainsi le top départ des journées d'appropriation de ce document et de son plan d'action. Compte rendu, Mamadou Fani. La corruption est un phénomène qui constitue un frein pour le développement d'un pays. La lutte contre cette pratique fait partie des priorités des autorités de la transition. Une stratégie nationale de lutte contre la corruption a été élaborée dans ce sens, d'où le lancement des journées d'appropriation de cette stratégie nationale et son plan d'action. Malgré les efforts déployés depuis plusieurs années à travers un dispositif institutionnel étoffé par plusieurs structures de contrôle, des pratiques malsaines de corruption et de mauvaise gestion sont encore prégnantes dans notre administration. Il convient de rappeler, au regard de la persistance du phénomène, seule une vision politique claire, accompagnée d'actions coordonnées impliquant l'ensemble des parties prenantes permettra d'endiguer le mal. Ce défi ne peut être relevé sans un système de contrôle interne performant, favorisant la bonne gouvernance et le service aux citoyens. Au cours de ces 2 journées, vous aurez l'occasion d'échanger avec les membres du comité de pilotage de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, appuyé par des experts, d'échanger entre autres sur la vision, les axes stratégiques, les objectifs, le dispositif institutionnel de pilotage, le plan d'action de la stratégie ainsi que le programme de travail pour l'année 2024. Ce lancement marque le début de la vulgarisation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption qui se déroulera en plusieurs phases. À l'intérieur du pays, l'atelier sur la 4e République s'est ouvert ce matin au gouvernorat de Koulikoro. Il porte sur le thème « Rôle et responsabilité des acteurs sociaux, politiques et institutionnels ». L'objectif est d'aboutir à une gouvernance efficiente et vertueuse du pays. Le compte-rendu de Boubacar Sissoko. Officiels et participants ont fait vibrer leur fibre patriotique en entonnant l'hymne national du Mali à l'ouverture de cet atelier. Durant 2 jours, acteurs sociaux,
politiques et institutionnels vont échanger pour s'approprier leur rôle et responsabilités dans l'opérationnalisation de la 4e République en marche depuis le 22 juillet 2023. L'objectif général étant d'aboutir à une gouvernance globale, efficiente et vertueuse du pays, productrice de richesses pour un partage équitable des dividendes et donc pour plus de justice sociale. Je voudrais rappeler que bien qu'étant indispensables, les relais que vous êtes ne constituaient pas et ne disposaient pas d'un blanc-seing. Nous comptons sur vous dans le cadre de la gestion transparente et de la redevabilité à nos concitoyens pour une restitution des conclusions des travaux du présent atelier. Les experts venus pour la circonstance apporteront des éclairages nécessaires pour dissiper les zones d'ombre concernant les 5 thématiques au cœur de ces assises de Koulikoro. Le Malien au cœur de la 4e République, citoyenneté et valeurs, la gouvernance territoriale et administrative, la gouvernance politique, institutionnelle et électorale, la lutte contre la corruption, la défense civile et militaire. Le partenaire s'estime heureux d'être associé à cet atelier dont les objectifs s'inscrivent en droite ligne du choix souverain du Mali de se doter d'institutions adaptées à ses besoins de gouvernance et de développement durable. Pour le PNUD, la gouvernance repose sur les mécanismes, processus et institutions par le biais desquels les citoyens et les parties prenantes articulent leurs intérêts, aplanissent leurs différences et exercent leurs obligations et leurs droits reconnus par la loi. Voilà pourquoi nous nous réjouissons de la décision des autorités d'étendre ces ateliers dans certains chefs-lieux de région. Nous n'avons aucun doute que cette démarche permettra de mobiliser le maximum de Maliens à la base en vue de s'assurer de l'inclusivité et d'une meilleure appropriation des réformes induites par l'adoption par le référendum du 18 juin 2023 d'une nouvelle constitution au Mali. Auparavant, la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des réformes politiques et institutionnelles en compagnie du gouverneur de région, avait rendu une visite de courtoisie au chef suprême du Méguétan, Djibril Diarra, coordinateur des chefs de village de Koulikoro. Après l'attaque du camp de Farabougou le 12 décembre dernier, le commandant du secteur 5 de l'opération Maliko s'est rendu dans la localité. L'objectif est d'apporter le soutien et les messages de félicitations des autorités du pays aux FAMA pour leur engagement. Il s'agit aussi pour les missionnaires de rassurer les populations. Suivant le récit de nos envoyés spéciaux, Fousseni Samake et Karamoko Traoré. À Farabougou, cette visite du commandant secteur 5 de l'opération Maliko a pour but de féliciter les hommes sur le théâtre de l'opération pour leur réaction face à l'attaque du camp de Farabougou le 12 décembre dernier. Comme secteur, nous réconforte beaucoup. Ça permet de regalvaniser la troupe, de pouvoir faire face à toute action ennemie, pour ne pas dire gâte, et continuer pour la sauvegarde de la patrie. Le poste de sécurité de Farabougou a fait face à une attaque d'une grande envergure menée par les groupes armés terroristes. Le renfort dépêché a permis de reprendre totalement et très rapidement le contrôle. Et des mesures sont prises pour que un renforcement conséquent du poste soit de mise. Nous sommes venus aussi féliciter nos hommes qui se sont battus avec tous les moyens qu'ils avaient en leur possession. C'est la raison pour laquelle, au nom de toute la hiérarchie, je suis venu pour leur apporter tout le soutien et les félicitations et les encouragements du commandement. Le colonel Sissé s'est ensuite rendu dans les villages où il a rencontré les populations afin de les rassurer que tout sera mis en œuvre pour leur sécurisation. Et je tiens à rassurer les paisibles populations que tout sera fait pour leur assurer la quiétude dont ils ont tant besoin. Nous condamnons cette attaque terroriste. Par contre, nous apprécions la visite du commandant secteur 5. Un témoignage fort pour l'élan de solidarité. Le gouvernement nous a bien soutenus depuis le début de cette crise. Nous lui demandons plus de soutien et plus de sécurité. Cette visite à Farabougou a pris fin par une remise de vivres aux populations.
Nous restons avec les forces armées maliennes qui poursuivent leur mission de récupération et d'occupation des emprises autrefois occupées par la MINUSMA. Après Kidal, c'est au tour de la ville tristement célèbre d'Aguelhok de passer sous le contrôle des FAMA ce mercredi 20 décembre 2023. L'annonce a été faite hier par l'état-major général des armées dans un communiqué. Ce soir, Abdoulaye Sako revient sur cette action menée de maître par les FAMA. Suivons. Aguelhok, ville tristement célèbre, est aujourd'hui dans les jurons du Mali. La ville dont l'histoire se conjugue avec le parcours de ce vaillant soldat, Sékou Traoré alias Bad, est récupérée par les FAMA sans bruit ni murmure. Le professionnalisme est passé par là. Qui est fou pour s'opposer à une armée comme la nôtre actuellement? Personne, même pas ceux qui font des folies au nom d'une quelconque cause. Plus que jamais, ils ont vu et subi à Anefif et à Kidal la puissance de feu et l'engagement des hommes d'une armée qui monte en puissance de jour en jour. La bonne nouvelle a été annoncée aux Maliens par l'état-major général des armées dans un communiqué le mercredi 20 décembre 2023. Cette opération vient ainsi renforcer la présence de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Cette ville est symbolique dans la crise sécuritaire devenue multidimensionnelle que notre pays traverse depuis plus d'une décennie. Souvenez-vous que c'est là-bas en 2012 que des soldats maliens ont été sauvagement assassinés par une horde de terroristes après avoir vaillamment résisté pour défendre leur camp. Ce geste barbare est resté comme une arête de poisson au travers de la gorge des Maliens. Durant plus de 10 ans, c'est toute une nation qui ruminait cette rage d'honorer la mémoire du capitaine Sékou Traoré et de ses hommes. L'affront et le défi étaient de taille. Il fallait laver l'un et relever l'autre. C'est désormais chose faite. Les ennemis de la nation ne peuvent arguer d'avoir été pris par surprise par les FAMA. Malgré l'environnement désertique avec des zones montagneuses et de grandes étendues plates dont la vallée du Tilemsi, ils savaient que les FAMA ont fait cap sur la ville d'Aguelhok 2 jours en avance. Un communiqué avait été fait dans ce sens le 18 décembre 2023. Donc, ils ont eu le temps de se préparer. Cette opération de récupération des anciennes emprises de la MINUSMA se déroule conformément à la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Du côté de l'armée, on appelle la population au calme, à suivre ces instructions et rassure la détermination des hommes à poursuivre les opérations de sécurisation. Aucun centimètre de territoire ne sera oublié, promesse faite par le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta. Voilà, les FAMA sont à Aguelhok. Au cours des événements, l'URTM joue un rôle prépondérant dans le processus de paix et de vivre ensemble. Satisfait de cette mission, le nouveau gouverneur de Kidal a effectué en ce jour une visite à la station régionale. Les détails de nos envoyés spéciaux, Benogo Fofana, Tayeb Adjaouyakoui. En visitant la station régionale de l'URTM de Kidal, le gouverneur encourage et félicite le personnel pour le travail abattu. Ici à Kidal, la station TV FM de l'URTM est le seul média en liste pour les campagnes de la paix et la cohésion sociale et l'une des structures à ne pas être vandalisée grâce au courage du personnel. Ça n'a pas été facile. On a frôlé la mort souvent. Aujourd'hui, mettre cette station régionale à son service, je pense que c'est Dieu qui l'a bien voulu. Et aujourd'hui, c'est dans le plus grand intérêt du Mali. Et voilà pourquoi nous sommes tenus à l'accompagner, nous, toujours, pour la réussite de sa mission. Parce qu'il y va aussi de la réussite du Mali, la réussite de Kidal et de Kidalois. Premier constat d'abord, moi j'étais très surpris de voir que l'URTM de Kidal a les matériels de dernière génération. Le deuxième, le directeur même en question, là, il a tenu tous ces matériels-là. Il a empêché aux bandits, en tout cas, de saboter les matériels de l'URTM. Ça, c'est important. Et puis, depuis qu'on est arrivé, voilà, il veut faire passer tout ce que nous sommes en train de faire depuis notre arrivée, et correctement aussi. Je félicite le directeur et qu'il n'a qu'à continuer, bien utiliser ces matériels-là, les garder dans l'intérêt général de la région. Et mes remerciements aussi vont
au président de la transition qui a donné ce matériel spécialement pour Kidal. Toute l'équipe de l'ORTM de Kidal, l'équipe qui est venue avec moi de Bamako, vraiment tout le monde a bien travaillé. Je suis tous les événements, ça c'est très très bien à la télé. Et puis mes remerciements aussi à l'ORTM national qui nous fait vraiment un geste de priorité chaque fois qu'on a un événement à faire passer. Pour la réussite de sa mission, l'ORTM Kidal émet 24 heures sur 24 et presque sur toute l'étendue de la région. Nous sommes à Kidal, nous y restons. Le nouveau gouverneur de la région, de la 8e région, a été reçu par le premier gouverneur de Kidal. Celui-ci n'a pas manqué d'encourager et prodiguer des conseils au général de division Elhadji Ag Gamou pour la réussite de sa mission. Benoko Fofana, Sidi Elmedi Ag Albaka et Tayeb Adjaouyakoui. Fier de son cadet, c'est avec un grand sourire que le tout nouveau gouverneur a été reçu par le premier gouverneur de la région de Kidal. Au menu de cette rencontre, des encouragements et conseils pour la réussite de la mission. Mes vives félicitations pour sa nomination à la tête de cette région. Elhadji Gamou, aujourd'hui, dans la situation que vivent ces pays, surtout le nord du Mali, est la personnalité la plus indiquée pour Kidal. Il cristallise l'espoir des populations pour construire la paix. Conseil je pourrais donner à Elhadji aujourd'hui, c'est restaurer la confiance. Un gouverneur ne peut rien faire sans la population. Il faut que la population revienne. Ces conseils qui me sont vraiment allés tout droit au cœur, et c'est des bons conseils que je voulais vous dire ici. L'ensemble de ceux qui sont là, collaborateurs, que tout le monde prend ces conseils en considération. C'est de bons conseils, je le sais. Je sais que c'est quelqu'un de la paix, c'est quelqu'un de la cohésion. C'est un grand cadre de ces pays qui a servi ces pays-là. Donc je sais que ces conseils sont les bienvenus. Au terme de la rencontre, le nouveau gouverneur se dit prêt à recevoir les conseils et contributions de tous les Maliens allant dans le sens de la paix et du développement de notre pays en général et de Kidal en particulier. Du nord, direction le sud. En 3e région, poursuite des activités du ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Moussa Ag Atayer a lancé hier à Sikasso le processus de révision de la politique nationale de migration et son plan d'action. Moustapha Doumbia, Amadou Dolo. Un sketch et un slam sur les risques de la migration irrégulière pour marquer le lancement du processus de révision de la politique nationale de migration et son plan d'action. Le cadre est placé sous le thème « La protection des migrants, une priorité pour la PONAM ». La PONAM, politique nationale de migration, a été adoptée en 2014 et doit maintenant s'adapter aux nouveaux défis nationaux et internationaux. Il s'agit donc d'évaluer cette politique qui a permis d'enregistrer des acquis salués par les différents acteurs, dont l'OIM, Organisation internationale des migrations. Au vu de la qualité des parties prenantes de cet exercice, je reste persuadé qu'à l'issue des travaux, le Mali, pays champion de la mise en œuvre du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, pourra se doter d'une PONAM et d'un plan d'action actualisé dont la mise en œuvre permettra d'ouvrir de nouvelles perspectives de développement. Selon le ministère des Maliens établis à l'extérieur, environ 6 millions de nos concitoyens vivent à l'extérieur et leur apport à l'économie nationale est important. Quelques défis liés à cette migration ont été rappelés par le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. La question qui se pose à nous tous aujourd'hui est de savoir comment dépasser la phase d'urgence pour faire place à des programmes ambitieux qui tiennent compte des causes profondes des migrations. En d'autres termes, il s'agit pour nous tous, États, partenaires, société civile, secteur privé, collectivités, en plus des rapatriements volontaires, de penser et de mettre en œuvre des véritables programmes d'insertion et de réintégration
durable au profit des migrants de retour. Après le lancement officiel, des panels de discussion sont organisés durant 2 jours sur la révision de la PONAM et les impacts des changements climatiques sur la migration. Ici à Bamako, fin de la session de haut niveau qui a regroupé différentes corporations de la grande famille judiciaire. Durant 3 jours, les participants ont échangé sur l'accès de l'avocat au dossier de la procédure pénale en matière de droit de défense. Aridju Matina. La crème de la justice malienne s'est retrouvée dans le cadre du programme d'appui à la justice au Mali, PAJIM 2, pour parler d'un sujet universel important, droit de défense, accès de l'avocat au dossier de la procédure pénale. 3 jours d'intenses discussions et d'échanges sanctionnés par plusieurs recommandations. Élaborer un vade-mecum destiné aux acteurs de la scène pénale. Renforcer la collaboration entre les différents acteurs et privilégier dans leurs rapports la courtoisie et l'humilité. En cas de difficulté pour un avocat d'accéder au dossier devant un cabinet d'instruction, s'adresser d'abord au doyen des juges d'instruction ou toute autorité de la juridiction afin de trouver une solution à l'interne et à défaut en référer au bâtonnier. En initiant ces cadres de concertation, le barreau malien et l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo voulaient renforcer davantage la collaboration entre les différents corps pour une justice plus efficace. Il n'y aura jamais de justice digne de ces noms sans les avocats. Il n'y aura jamais de justice tout court sans les magistrats. Donc, acceptons de travailler ensemble et acceptons, n'est-ce pas, que chacun ait ce souci derrière, le souci de bien faire son travail. Partout où la justice est debout, je dis bien partout où la justice est debout, nous ne perdons absolument rien. C'est dans cette logique-là que juste après la rentrée des cours et des tribunaux, et parce que cette question de l'accès des avocats au dossier de la procédure se posait à un moment, que je me suis dit, si le barreau seul décide de prendre le lead, je dis bien le lead de cette organisation ou de cette problématique, ça risque de ne pas avoir suffisamment de portée. Et je me suis donc rabattu sur le directeur de l'Institut de formation judiciaire. D'éminents experts ont éclairé la lanterne des participants sur une problématique souvent évoquée dans la conduite des procédures pénales, celle qui consiste à concilier la nécessité de préserver le secret de l'information ou de l'instruction et l'obligation de respecter les droits de la défense pour une communication du dossier de la procédure. Puisque la robe nous réunit et que nous concourons à une bonne justice, j'estime que le rendez-vous n'était pas un rendez-vous inutile. Le rendez-vous nous a permis de parler entre nous. Nous avons dit des choses qui nous permettent de regarder devant nous. Toute l'information organisée, la composante judiciaire du PAJIM 2 avait pour objectif de renforcer donc les capacités des acteurs judiciaires afin d'encourager une justice plus rapide, indépendante, impartiale, équitable et respectueuse des droits fondamentaux. Cet atelier aura été d'une très grande utilité pour 3 raisons principales. En premier lieu, il a été une belle opportunité pour améliorer la pratique en ce qui concerne l'application des textes en matière de droit de la défense et de respect du secret de l'information ou de l'instruction. En deuxième lieu, cette rencontre première du genre a démontré la nécessité des rencontres interprofessionnelles. Enfin, par l'organisation de cet atelier, l'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo, montre une autre facette quant au bon accomplissement de sa mission. Les différentes corporations de la justice malienne, avocats, magistrats, greffiers et officiers de police judiciaire ayant participé avec assiduité à cette session ont formulé le vœu de voir multiplier ce genre d'espace de dialogue qui permet d'aplanir les difficultés en matière d'accès aux dossiers de procédures pénales entre les avocats et les autres maillons de la chaîne judiciaire en matière de droit de défense. C'est parti pour les phases nationales des États généraux de la jeunesse au CICB. Des jeunes venus de l'ensemble du pays et de la diaspora vont finaliser le document qui fait la synthèse des différentes propositions issues des phases communales et régionales.
Ce rapport final qui contient la vision des jeunes du Mali pour un nouveau Mali sera remis au président de la transition. Sur le sujet, écoutons le ministre en charge de la jeunesse, Abdul Kassim Ibrahim Famba. Il est au micro de Abdoulaye Sako et Tchède Camara. Ces jeunes, à un moment donné, ont discuté par rapport aux différentes thématiques qu'on avait mis à leur disposition, qui sont les thèmes en réalité des axes de la refondation. On avait mis une 6e thématique concernant les organisations de jeunesse, ainsi que le fonctionnement de la fêtière. Et ils ont discuté sur ces 6 thématiques-là. Et à la suite de ces 6 thématiques, il y a une synthèse qui a été faite. Et aujourd'hui, c'est de discuter par rapport à cette synthèse en fonction des thématiques et de valider ces synthèses-là. Et c'est cette synthèse que nous allons remettre au président de la transition. Il y a eu 600 communes qui ont tenu les états généraux, 31 pays qui ont tenu les états généraux. C'est énorme, plus le district de Bamako. Et on a tenu également des rencontres spéciales au niveau des places publiques, au niveau des gares routières, parce qu'on voulait toucher tous les types de jeunes. Et tous ces acteurs-là ont donné leurs avis, ils ont donné leurs impressions. Il y a également des impressions qui ont été données en ligne. Donc cette discussion aujourd'hui, c'est pour valider tout ça. Valider tout ça, parce que ça va nous donner une feuille de route, nous, au niveau du département. Il faut que nous, au niveau du département, qu'on puisse justement s'imprégner de cela et travailler dans ce sens-là. L'agence malienne de presse et de publicité AMAP a tenu ce jeudi la 45e session de son conseil d'administration. Consacré uniquement au budget, ce conseil est également un cadre pour dégager les stratégies afin de mener à bien les activités programmées pour 2024. Compte rendu, Abdul Karim Kaba. Plus de 2 milliards de francs CFA sur le budget 2024 de l'AMAP, un budget qui connaît une hausse de 0,80%. Ce montant est constitué de ressources financières que l'AMAP se doit de mobiliser à travers ses activités commerciales. Avec le recouvrement des crédits, l'agence malienne de presse et de publicité AMAP devra réaliser ses projets qui s'articulent autour de 4 objectifs. La production des journaux quotidiens et des périodiques en français et en langue nationale, l'animation, la modernisation et l'extension du réseau de l'Agence nationale de presse, la promotion de la publicité, la gestion des ressources financières, humaines et logistiques. Pour une bonne exécution de son programme d'activité, la direction générale de l'AMAP doit relever le défi du recouvrement des créances. Elle a besoin pour ce faire du soutien de nous tous, chers membres du conseil d'administration. En effet, pour la seule année 2022, les créances en cours, le chiffre à près de 215 459 352 francs CFA. Pour les années antérieures à 2022, le journal cumule des créances s'élevant à 549 874 071 francs CFA. L'information et la communication jouent un grand rôle dans la situation actuelle du pays. C'est pourquoi le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration salue et encourage l'AMAP pour les efforts qu'elle effectue au quotidien. Cela conformément à la vision du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Je tiens à rappeler à ces propos combien le rôle de nos services publics de communication est primordial dans la guerre de l'information menée contre notre pays. Il va sans dire que nos citoyens attendent de la part de nos professionnels de l'information et de la communication une riposte appropriée. L'information produite par nos propres médias doit être un bouclier efficace contre la désinformation et la manipulation dont les ennemis du Mali sont passés maîtres pour ternir l'image du pays. Signalons que l'agence malienne de presse et de publicité produit du lundi au vendredi 8000 exemplaires, 16 pages, dont la moitié en couleur, en plus du site qui est régulièrement mis à jour suivant l'actualité. 30e session du conseil d'administration de l'Institut d'économie rurale IER. Les précisions de Daouda Kone. L'Institut d'économie rurale IER a exécuté en 2023 52 recherches stratégiques et appliquées, 26 productions végétaux, 14 productions en santé animale, ressources forestières, halieutiques et fauniques et 12 systèmes de production en gestion des ressources naturelles. Ce bilan de l'IER en 2023 sera examiné par les administrateurs de la 30e session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut d'économie rurale IER. Nous travaillons dans le cadre du budget programme. Et là, il y a des indicateurs. Donc, pour ce qui concerne le nombre de technologies mises au point, nous sommes cette année à 24. Alors, sur un objectif de 17.
ou un taux de 147%. Bon, en termes de production scientifique, on a eu à examiner au comité de programme 52 rapports de recherche. Et sur les 52 rapports de recherche, il y a 100% des rapports qui ont été acceptés et il y a 69% des propositions de recherche aussi qui ont été validées par les différentes instances de validation. L'Institut d'économie rurale IER a élaboré un plan d'investissement étalé sur 10 ans 2023-2032. Ce plan sera soumis à l'approbation du Conseil. Pour une première année du plan, l'IER aura travaillé avec un budget d'un peu plus de 8 milliards de francs CFA. Au regard du faible financement et de la recherche agricole, j'invite les administrateurs à proposer des pistes de collaboration entre l'IER et le secteur privé, car ce secteur peut jouer un rôle important dans la mobilisation des ressources financières. De plus, l'IER dispose de nombreuses innovations qui peuvent permettre aujourd'hui au secteur privé d'améliorer et de diversifier ses produits et de créer beaucoup d'emplois. À l'ouverture de la session, le ministre de l'Agriculture, non moins président du conseil d'administration de l'IER, a invité les membres à observer une minute de silence à la mémoire des acteurs du monde rural qui ont rendu l'âme en 2023. Les acteurs du projet d'appui à la filière halieutique au Mali sont en conclave pour échanger sur les résultats du projet PAFA. Le reportage de Inaba. L'exercice de ce jeudi consiste à examiner les résultats du projet d'appui à la filière halieutique au Mali. Ce projet vise l'amélioration de l'offre de qualité du poisson transformé, l'accroissement des revenus des produits halieutiques au niveau national et international. Le projet est à une phase de fin du test, donc qui mérite d'être consolidé. On a juste fait le test dans 12 communes. Mais cette opération doit être élargie à l'ensemble des communes concernées du Mali. Le projet d'appui à la filière halieutique PAFA est cofinancé par l'Union européenne et l'AFD. Il est exécuté par l'Agence belge de développement et intervient dans les régions de Mopti et de Ségou. C'est un projet qui est dans sa 8e année maintenant, qui a été financé à hauteur de plus de 15 millions d'euros par l'Union européenne. On est fiers des résultats accomplis. Les résultats visés par le projet sont l'amélioration de la gouvernance du secteur halieutique, le développement de la production aquacole, le renforcement des capacités des services techniques, entre autres. L'accompagnement pour l'élaboration et la signature de 12 conventions de gestion des pêcheries au niveau de 12 communes de notre pays, au niveau de Ségou et au niveau de Mopti. C'est aussi l'occasion de dire que le projet atteint, il a accompagné les acteurs pour la qualité Ouradi, une qualité de poisson qui sera labellisée, et une fois labellisée pourra être vraiment vendue à travers tout le pays et exportée au niveau de la sous-région et ailleurs. Ce projet, qui a une durée de 4 ans, a bénéficié d'une prolongation. Il prend fin en décembre 2024. Le processus d'élaboration de l'agenda 2025-2029 du programme de coopération Mali-UNICEF est lancé. L'UNICEF tient ainsi la première phase de son cadre d'échange et de réflexion pour la définition de ses nouveaux objectifs au bénéfice des enfants du Mali. Hawa Adama Koulibaly et Adama Kamara. Le projet UNI 25 entame de nouvelles étapes dans les régions de Tombouctou, Gao et Badjangara. Après une première phase consacrée à une étude sur l'état de fonctionnement de leur comité de gestion, des infrastructures d'eau, d'hygiène et d'assainissement, l'heure est à l'action, celle de dynamiser les acteurs chargés de l'usage et de l'entretien des infrastructures WASH dans les communes de Gounzourei, Alafia et Dandoli. À la suite de cette étude, beaucoup de manquements ont été révélés, tels qu'un manque de connaissances ou de compétences en matière de gestion. On a également noté une faible participation des femmes et des jeunes, notamment les enfants et les adolescents. Dans la nouvelle phase, on a proposé des activités d'inclusion et de cohésion sociale. Silhouette s'est fait confier l'identification de ces jeunes, 20 ambassadeurs par commune, cherche for common ground,
On va former les différents jeunes qui ont été retenus. Après, nous allons continuer avec les activités de dialogue intergénérationnel, voilà, sur tout ce qui est question de santé et de sécurité. Les visites à domicile, les campagnes de sensibilisation sur la paix et les mesures d'hygiène complètent la liste des activités à mener. Un projet bien accueilli par le département chargé des questions hydrauliques. Au niveau des grands systèmes, notamment le système d'adduction d'eau, il y a des opérateurs privés qui s'occupent du contrôle des gestions. Donc de l'autre côté, il y a les petits systèmes de pompage solaire avec quelques bornes fontaines. Il y a un vide. Une fois qu'on les met en place, jusqu'à un autre projet peut-être de réhabilitation, il n'y a pas d'accompagnement. C'est ce qui fait que le ministère fonde beaucoup d'espoir sur la réussite de ces projets-là pour qu'ensemble on puisse mettre à contribution les résultats du projet pour la mise à l'échelle de cette expérience-là. Les populations cibles et les structures de mise en œuvre ont 9 mois. Temps d'exécution du projet UNI25 financé par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille va à la rencontre des maraîchères de Niamakoro en commune 6 de Bamako. Discussions et remises de présents ont été les moments forts de cette visite. Le compte-rendu de Hawa Adama Koulibaly et Yacouba Kone. Le soleil regagnait sa tanière sur les jardins de la zone aéroportuaire de Niamakoro. Moment propice pour les femmes, accompagnées de leurs enfants, d'arroser une dernière fois leurs produits maraîchers. Même moment choisi par le ministre chargé de la promotion de la femme de faire un tour sur les lieux, les bras chargés. En venant rendre visite aux femmes maraîchères de Niamakoro, nous avons bien voulu faire des dons, comme vous pouvez le constater, en non-vivre. Donc, c'est des dons qui sont constitués d'engrais, d'arrosoirs et de beaucoup d'autres objets pouvant les aider vraiment à effectuer, à exercer leurs activités de maraîchage. Et nous les avons rassurés que ça, ce n'est que le début, parce que nous comptons dans les temps à venir rentrer en contact avec des partenaires qui peuvent mieux faire que ce don qui a été apporté aujourd'hui. Une visite qui a ravivé l'espoir de ces femmes maraîchères dans la réussite de leurs activités. La présidente apprécie cette démarche. Jamanakuntigi ka mɔgɔ bila ka nin ɲɛ jɔ anw na minɛnko in a diyara n ye minɛn in bɛ min fara an kan ala de b'a dɔn hali n'i bɛ baara kɛ n'a baarakɛminɛn t'i bolo nafa t'a a baara la. Le Mali a adopté la loi d'orientation agricole qui, en principe, prévoit 15% des terres aménagées pour les femmes et les jeunes. Le ministre Mariam Maïga compte bien suivre avec rigueur l'application de cette loi au plus grand soulagement des femmes qui travaillent la terre. ONU Femmes, aux côtés du département de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le partenaire vient de financer une formation qui a pour but de vulgariser le concept genre au sein des services concernés. Le compte-rendu de Boubacar Kanouté. Le renforcement de capacité des cadres des services centraux, organismes personnalisés et projets-programmes sur l'analyse et la prise en compte du genre. C'est autour de cette réflexion, fruit du partenariat entre le département de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle et l'ONU-FEM. La finalité recherchée est de mieux outiller les bénéficiaires de cette formation qui vont s'impliquer pour mieux assurer la dimension genre tout en plaçant les femmes au cœur du développement socio-économique. Je suis persuadée que cet atelier permettra l'acquisition de nouvelles compétences des cadres du département qui seront désormais capables d'assurer une meilleure prise en compte du genre dans la réalisation de vos missions. À cette formation s'ajoutent les efforts déjà déployés par l'État malien sur le volet formation des femmes. Les chiffres avancés par le ministre de l'Entrepreneuriat national sont éloquents et donnent l'espoir en termes de la formation et employabilité des femmes. Dans le cadre de la promotion du genre, le département a obtenu des avancées en matière d'égalité de genre et a réalisé d'importants efforts. Il ressort au titre de l'année 2022 un taux de 36,37% de femmes formées sur une prévision de 35%. S'agissant des apprenants, sur un effectif total de 30 224 000 dans les centres de formation professionnelle, 15 365 sont des femmes contre 14 867 d'hommes,
soit 51% de femmes contre 49% d'hommes. Cette franche collaboration entre l'État malien et l'institution onusienne va s'intensifier dans les jours à venir. L'assurance est donnée au cours de cet atelier, toujours au bénéfice de la femme. Lancement des activités du programme Convenio. Le projet concerne la formation professionnelle et est financé par la coopération espagnole. Boubacar Kanouté nous en dit plus. Remise d'un chèque suivi de la signature du protocole d'accord tripartite entre l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement, l'antenne de développement de l'Afrique francophone occidentale ADAFO et le département de l'éducation nationale. 2 milliards de francs CFA seront injectés pour contribuer à l'insertion socio-professionnelle des jeunes du Mali à travers une formation de qualité, favorisant la construction de la paix. L'objectif global est de rendre opérationnels les jeunes après leur cursus scolaire. Le Royaume de l'Espagne reste fortement engagé dans l'avenir du Mali, dans l'avenir des jeunes, qui est la richesse la plus grande du Mali. Nous sommes ici pour vous aider à promouvoir la formation professionnelle des jeunes dans des domaines qui sont absolument indispensables pour le progrès et pour le développement économique et social du pays. Avoir ce projet avec la coopération espagnole, qui est un partenaire de longue date, dans un moment précis comme ce moment-ci, pour la formation professionnelle, c'est une opportunité. Aucun pays ne peut se développer sans une ressource humaine de qualité et mieux outillée. Ce programme dénommé Convenio arrive à point nommé, estiment les écoles bénéficiaires et les autorités scolaires. Notre centre accueille les jeunes et les prépare à la vie par une formation intégrale en vue de leur insertion socio-professionnelle. Notre vision, c'est de voir les jeunes épanouis, professionnellement compétents, honnêtes et bons croyants, impactant durablement la société. Nous sommes convaincus qu'avec ce programme, nous pourrons atteindre plus de jeunes et offrir une meilleure qualification professionnelle à nos apprenants. Ce projet permettra d'appuyer 3 centres de formation professionnelle, dont 2 publics, qui sont les CFPSK, l'IFSAB et les centres Père Michel. Donc dans les équipements de certains de leurs ateliers, l'élaboration des guides d'apprentissage et le renforcement du suivi de l'insertion socio-professionnelle. D'ores et déjà, les bénéficiaires directs et indirects adhèrent à ce projet qui constitue, selon eux, un palliatif à l'épineuse question d'employabilité des jeunes. Interconnectés en un réseau sécurisé, 20 gouvernorats avec le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. C'est l'objectif du projet de mise en place d'un réseau d'accès aux services de télécommunication des collectivités territoriales. Le processus piloté par l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel AGEFO a été lancé en début de semaine et sera pleinement opérationnel d'ici la fin du mois de janvier. Avec quel impact attendu sur la vie des usagers de l'administration? Je vous propose d'écouter le directeur de l'AGEFO, Boubacar Sako, répond aux questions de Yaya Konaté sur le plateau de l'invité de la semaine. Quand on dit rapprocher l'administration des usagers, j'ai donné l'exemple par rapport, par exemple, à la célérité de certaines informations qui doivent remonter. Aujourd'hui, chaque Malien doit savoir sonner l'alerte. Ça veut dire que nous devons tous être dans la prévention. Donc, à certains moments, certains usagers ont un téléphone, ils voient une situation qui est une situation anormale, mais ils n'ont pas ou de forfait, ou bien pour appeler, c'est un problème. J'ai dit, si un tel réseau existe, et je disais tantôt que les autorités coutumières, les chefs des villages, peuvent, si l'administration les décidait, avoir un téléphone et remonter toute information au préfet, étant donné s'il se trouve dans un rayon de couverture qui peut aller jusqu'à 18 km. Donc ça, c'est un impact. L'impact ici n'est pas économique. L'impact peut être sécuritaire, l'impact peut être aussi social. Donc c'est ce que nous voulons prévaloir ici. Le ministre de l'administration territoriale ou bien le gouverneur de Bamako, qui veut parler à son homologue gouverneur de Kidal. Mais il prend le téléphone, il se voit en écran. C'est comme une téléconférence. Donc si c'est pour envoyer un texte, il envoie un texte qui échappe au réseau public. Quand nous parlons aujourd'hui de souveraineté numérique, un tel réseau aussi répond à un besoin de souveraineté numérique. Et le réseau, il est immédiatement opérationnel? Le réseau, il marche déjà. On a fait les tests pour Douala, on a fait les tests pour Bamako.
où les antennes sont déjà installées. Voilà l'invité de la semaine à suivre après les infos météo. L'artiste chanteur Youssouf Tapo, en détention en République serbe de Côte d'Ivoire, vient de regagner Bamako de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. L'artiste s'est immédiatement rendu chez le ministre en charge de la culture pour témoigner de sa reconnaissance à l'État et au peuple malien ainsi qu'à toutes les bonnes volontés qui ont contribué à sa libération. Mariam Koulibaly. À Bouaké pour un concert, l'artiste Youssouf Tapo fut interpellé par les forces de sécurité ivoiriennes le 11 novembre 2023. Après environ un mois d'incarcération, il recouvre enfin sa liberté vendredi 15 décembre. C'est animé d'une immense joie que l'artiste retrouve les siens. Il remercie les autorités maliennes et toutes les bonnes volontés qui lui ont témoigné de leur soutien pendant ces moments difficiles. Je suis très content de rentrer chez moi. Je remercie vraiment les autorités maliennes, le peuple malien et surtout les Maliens vivant en Côte d'Ivoire. Les difficultés dans lesquelles notre frère Youssouf Tapo s'était retrouvé en Côte d'Ivoire avait rendu les autorités du Mali, les fans de Youssouf Tapo et l'ensemble du peuple malien dans un émoi. La tristesse était très grande, mais par la grâce de Dieu, grâce à l'effort conjugué des autorités de la République du Mali, des autorités de Côte d'Ivoire, du peuple malien, il est parmi nous aujourd'hui. Cette page sombre est déjà tournée par l'artiste. Bientôt, une nouvelle émission de télé-réalité sur ORTM1 intitulée Yeleko Dan. Cette nouvelle émission de comédie regroupe les comédiens maliens chaque premier week-end du mois au Ciné Magique ex-Babemba. Yeleko Dan est l'une des innovations de l'ORTM et ses partenaires pour la grille 2024. Suleiman Sidibe. Un nouveau concept de la comédie malienne, il s'agit de l'émission Yeleko Dan, une émission de télé-réalité 100% comédie qui permet aux humoristes maliens de se faire voir et de se faire entendre à travers la télévision nationale. Yeleko Dan, l'idée nous est venue, moi avec mon associé, c'est de permettre surtout à la jeunesse de s'exprimer sur un talent et d'exporter ces talents-là à travers la chaîne l'ORTM 1. Le message surtout, c'est qu'à travers l'humour, on peut faire passer beaucoup de messages. Parce que déjà, quand une personne est joviale, la personne elle est réceptive. Vous avez vu, nous avons fait des sketchs de sensibilisation, nous avons fait de l'humour, toujours dans les cadres un peu de la sensibilisation. Le public impressionné par cette innovation dans la comédie apprécie l'initiative. C'est vraiment bien, surtout pour la jeunesse malienne, parce que ce soir, je veux qu'ils en parlent de l'école malienne, ils en parlent de l'éducation, surtout de la drogue, de l'alcool. En un mot, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas comme les jeunes d'avant. Il y a le code dans, c'est extraordinaire, franchement. Nous avons aimé ce soir. Nous avons été tenus, bien sûr, durant plus de 2 heures, avec des humours et tout ce qui s'ensuit. Franchement, c'était extraordinaire. Je crois que si ce n'était pas créé, il fallait créer. L'émission Yeleko Dan, c'est chaque dernier week-end du mois au cinéma Babimba et sera diffusée sur ORTM 1 à partir de 2024. Voilà, rendez-vous est donc pris. Littérature. Hommage au général Moussa Traoré, c'est l'intitulé d'une nouvelle publication. Elle est signée Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre, et Isiaka Ahmadou Sengaré. Les auteurs dans cette parution jettent un autre regard sur ce qu'a été le Mali sous Moussa Traoré, notamment la biographie de l'ancien président de la République du Mali, sa gestion du pouvoir et l'héritage qu'il a laissé aux Maliens. La cérémonie de lancement aura lieu ce samedi 23 décembre à la Maison de la Presse. Et c'est la fin de cette édition. Retrouvez demain 13h Abdul Karim Kaba et à 20h Fousseni Tunkara. Merci à vous qui nous suivez à Bourem, à Guelkhok ou encore à Kidal. Merci à tous. Bonsoir.